Alors, bonjour de la Terre. Alors, voilà. Alors, nous continuons les échanges dans le domaine de l'habitation. Et on va aborder le thème de la rénovation en compagnie de Tom-Pierre Frappé-Sénéclase de l'Institut Pembina. Alors, la conférence sera présentée en mode virtuel et en langue anglaise. Alors, Tom Pierre est le directeur régional de la Colombie-Britannique à l'Institut Pembina, le principal groupe de réflexion sur les énergies propres au Canada. Alors, jusqu'en 2022, il était directeur des bâtiments et des solutions urbaines à l'Institut. Par la recherche de faits, la convocation et la création de coalitions, il facilite l'élaboration et la mise en œuvre de politiques visant à réduire la pollution par le carbone et le gaspillage d'énergie des maisons et des bâtiments. Alors, Tom-Pierre, where are you at now, Tom-Pierre? Bonjour tout le monde. En fait, je parlais plutôt avec Eric, il me dit que la plupart des participants sont francophones, donc je peux faire la présentation en français. Les diapos seront en anglais, donc ça aidera peut-être les anglophones dans la route. For the anglophones in the room, the slides are going to be in English, but I'll speak to them in French. That way, maybe we can find a middle ground for everybody. Bon, merci, Tom-Pierre. Ouais. Et je rejoins donc en ce moment, je devais être en fait à Vancouver, mais pour des raisons de famille, j'ai été appelé à Ottawa, donc je suis pas très loin. Ça me ferait grand plaisir d'être avec vous tous en personne dans le stade. J'ai entendu un petit peu le bruit de fond plutôt, sans qu'il y ait une super énergie, ça me ferait plaisir de vous voir. Mais merci beaucoup aux organisateurs de permettre ce mode hybride-là avec lequel on devient de plus en plus habitués. Ça nous permet de réduire un peu les distances, ce qui est fantastique. Donc, j'aimerais être avec vous en personne, mais ça me fait grand plaisir d'être avec vous, au moins virtuellement. Et j'espère que par les questions, par la discussion, on aura le temps de pratiquer notre art de discussion et de se poser des questions en français ou en English, whichever you prefer. Aubert, est-ce qu'il y a quoi que ce soit pour débuter ou je voudrais juste me lancer? Et là, je vous entends plus. Je ne sais pas si c'était volontaire. Tu peux te lancer. D'accord. Tu peux débuter. J'avais fermé mes micros pour éviter les interférences. Parfait. Ben, donc, moi, je ne vous vois pas en ce moment, donc j'ai aucun cue visuel de si ça marche ou si vous m'entendez. Donc, s'il vous plaît, s'il y a quelconque interruption, interrompez et dites-moi. Et sinon, je vais commencer, puis on prendra une pause pour les questions vers la fin. Et donc, oui, comme Aubert le disait, je suis le directeur des bâtiments et de la Colombie-Britannique à l'Institut Pembina, qui est un laboratoire de pensée national en matière de transition énergétique. Et je vous rejoins en ce moment donc d'Ottawa, territoire traditionnel des Anishinaabe, Mohawk et Algonquin. Je pense que tous les gens, c'est un peu trop rapide, tous les gens dans la salle en ce moment vont être familiers avec cette réalité qui est de plus en plus directe pour beaucoup d'entre nous. Pour nous qui étions en Colombie-Britannique l'année dernière, on a vu énormément d'impacts climatiques qui affectent les bâtiments. On a eu bien sûr des inondations très importantes, une vague de chaleur qui a fait plus de 600 morts malheureusement. Et ça, c'est des gens qui sont morts dans des bâtiments, dans leurs maisons, dans les centres de retraite. Bien sûr, eu des feux de forêt qui ont eu un impact très important sur la qualité de l'air. Et bien sûr, la pandémie COVID qui a soulevé beaucoup de questions sur les qualités de l'air intérieur et qui sont des problèmes, bien sûr, pas nécessairement reliés aux questions climatiques, mais qu'on peut résoudre en même temps. Donc, il y a énormément de travail à faire pour rénover les bâtiments énergétiques d'une question de préservation et de ces acquis-là, de cette infrastructure sociale qui est l'habitation, qui est nécessaire, mais aussi protéger la vie et la santé des résidents. La Fédération canadienne des municipalités estime que c'est à peu près 5,3 milliards de dollars qu'on va devoir investir dans l'adaptation climatique dans les 50 prochaines années. Bien sûr, l'autre revers de la médaille avec lequel vous êtes familiers aussi, et sont les bâtiments.
polluent et donc contribuent au changement climatique. Donc, au Canada, les émissions directes qui viennent des bâtiments, donc généralement par la combustion du gaz naturel ou encore du mazout dans certains cas, à peu près 11% des émissions totales du Canada, mais il y a à peu près 6% qui viennent de l'électricité qui est utilisée dans les bâtiments, donc à peu près 17% ensemble, mais bien sûr aussi les matériaux qu'on utilise pour la construction et la rénovation des bâtiments, eux-mêmes ont besoin de émettent beaucoup de carbone dans leur cycle de vie, particulièrement l'acier et le ciment, mais aussi des produits d'isolation qui sont souvent très, très intensifs en carbone. Donc, selon les estimés, ça pourrait aller jusqu'à 28% des émissions nationales du Canada qui sont dues aux matériaux de construction. Donc, ensemble, c'est une portion importante de notre empreinte de carbone et qu'on doit adresser dans les 20 prochaines années, quoi. Sur une échelle plus municipale, dans la plupart des municipalités, jusqu'à 60% des émissions locales viennent des bâtiments. Et bien sûr, les bâtiments sont des biens immeubles à longue durée de vie. Donc, on s'attend à peu près le 2/3 des bâtiments qui existent maintenant vont encore être utilisés et occupés en 2050. Et donc, s'il doit être net zéro par 2050, ben, il faut que ces 2/3 de bâtiments-là existants soient rénovés et fait une transition énergétique vers des énergies propres. Et c'est un défi de taille pour le Canada, particulièrement si on considère que, en plus de cette transition énergétique, on a déjà un déficit important de la maintenance, particulièrement dans le logement. Donc, plus de 43% des Premières Nations, des maisons de Premières Nations sur réserve ont besoin de réparations majeures, un peu moins de 20% des maisons au Canada au total. Donc, on voit déjà une inégalité importante. Donc, à travers toute la question des rénovations des bâtiments, il y a la rénovation énergétique, mais aussi juste une rénovation nécessaire pour la maintenance des bâtiments et pour la santé des occupants. Et il y a énormément d'inégalités sociales et de racisme systémique sous cette question-là. Donc, pour toutes les raisons qu'on voit sur cette diapo ici, il y a, en plus de ce besoin énergétique-là, un besoin d'investir dans le stock, de toute façon, dans le parc résidentiel. Et donc, ce qu'on a fait, nous, dans les quelques dernières années, c'est essayer de se demander, bon, est-ce que les subventions qui existent présentement, est-ce que les investissements qu'on voit du domaine public sont suffisants pour ce travail-là? Et est-ce qu'on a les industries qui sont nécessaires pour achever cette grande rénovation? Donc, on parle d'une vague de rénovation dans les 20 prochaines années. Est-ce qu'on a le capital humain et le capital financier pour le faire? Donc, on a fait un peu un modèle, ce qu'on dit un modèle heuristique, un modèle simplifié. Ça dit, bon, entre 2020 et 2030, on va rapidement accélérer l'établissement d'une économie de rénovation, donc toute une force, un labeur de travail, une force de travail pour faire la rénovation énergétique des bâtiments, de manière très rapide, pour que en gros, en 2025 jusqu'à 2040, on atteigne un taux de rétrofit d'à peu près 4,5% du parc par année. Ce qui va nous permettre, sur cette période-là, de rénover toutes les maisons qui ont été construites avant les années 2000 à peu près. Et après ça, de 2040 à 2050, on va finir cette vague-là en rénovant tous les bâtiments qui sont construits en ce moment, qui ont été construits depuis les années 2000 et qui ne sont toujours pas décarbonisés. Donc même les bâtiments récents, même s'ils sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus maigres en énergie que les plus vieux, ils continuent à avoir des émissions de carbone qui ne sont pas négligeables. Donc eux aussi, il va falloir les rénover, mais bon, on va faire ça plus tard, on commence avec les bâtiments qui sont plus vieux. Et en supposant en gros 1% de taux de démolition, ben, il faut qu'on se soutienne ce taux-là de 4,5% pendant à peu près 15 ans. Et qu'on prenne les 5 prochaines années pour se rendre à ce niveau-là. Donc 4,5%, qu'est-ce que ça veut dire comme vitesse de croisière? Ben, ça veut dire en gros qu'on doit rénover 600 000 habitants par année. Hein? Donc que ce soit des maisons détachées ou des unités dans des condos, dans des appartements, ou des maisons séparées rangées ou verticales. Donc 600 000
logements par année et à peu près 750 000 millions de mètres carrés d'espace commercial. Donc, on se concentrer pour un moment sur l'aspect résidentiel de cette portion-là. 600 000 maisons par année, c'est énorme comme transition énergétique, comme labeur, et ça demande beaucoup de capital. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a regardé le stock au Canada, on a fait un portrait d'une rénovation typique pour avoir une rénovation carboneutre, donc on va avoir une transition vers de l'électrification. Pour simplifier, il y a d'autres solutions carboneutres, que ce soit des systèmes d'énergie, de chèques énergie, d'énergie de quartier, ou que ce soit des gaz renouvelables naturels. Il y a d'autres options, mais la plupart, ça va être de l'électrification. Et avec une transition, bien sûr, vers une électricité verte en même temps. Donc, c'est dit, OK, c'est quoi le coût de faire une électrification avec une thermopompe et puis d'ajouter certaines mesures d'énergie, d'efficacité énergétique pour que le coût de chauffage ne soit pas exorbitant. Et donc, on a regardé le coût actuel pour différents types de bâtiments en ce moment et on a multiplié ça par 4,5 % du stock par année. Très, très simple comme calculation. Mais on a regardé le coût, ce qu'on dirait le coût additionnel. Donc, on présume dans ce modèle-ci que les gens remplacent leur équipement à la fin de vie. Donc, ils allaient déjà remplacer leur fournaise parce que leur fournaise était trop vieille. À la place, ils le remplacent par une thermopompe. Donc, on ne compte que le coût additionnel. Une thermopompe coûte 5 000 $ de plus qu'une fournaise à gaz. On ne compte que ce 5 000 $-là, pas le coût total de remplacement. Même chose pour la rénovation au niveau de l'enveloppe du bâtiment, par exemple. Donc, le coût additionnel sur le taux, en gros, le taux normal de remplacement d'investissement dans les bâtiments, c'est près de 300 milliards d'années dans les 15 prochaines années. 300 milliards de dollars dans les 15 prochaines années. 177 milliards là, pour ces 600 000 logements-là. Si c'est combiné avec de l'efficacité énergétique, on peut électrifier tous les bâtiments. Donc, à peu près près de la moitié des bâtiments au Canada sont chauffés au gaz. Donc, on peut électrifier tout ça, mais si on fait de l'efficacité énergétique en même temps, entre autres en faisant une conversion vers les thermopompes, aussi pour les logements qui sont couramment électrifiés, mais simplement avec des plaintes électriques résistantes de base. Donc, on fait aussi une certaine conversion de logements qui sont électriques, et donc, particulièrement au Québec, énormément de logements électriques avec une électricité déjà propre. Donc, on n'a pas nécessairement un grand besoin de transition dans le logement au Québec, bien qu'il y ait encore du mazout et encore un peu de gaz, mais il y a un besoin de transition vers une plainte chauffante électrique, vers des thermopompes, ce qui va être beaucoup plus efficace et ce qui va permettre de libérer l'électricité pour permettre d'électrifier les autres systèmes énergétiques, que ce soit le transport ou l'industrie. Donc, en combinant une certaine efficacité énergétique, on réussit à électrifier les bâtiments, tous les bâtiments existants du Canada dans les 15 prochaines années, mais en réduisant la quantité totale d'électricité. Ça, c'est important. Donc, on a réussi à transférer tout le chauffage qui est fait au gaz vers du chauffage électrique, mais en gardant le taux de demande d'électricité à peu près constant. Ici, à peu près une réduction de 10%. Et bien sûr, on a aussi une réduction en carbone importante par cette transition-là vers l'électricité. Ici, 90%, ça serait en fait 100% si on présume que tous les systèmes électriques font aussi une transition verte en ce moment. Pour cet exercice-là de modélisation, on a utilisé les projections du gouvernement fédéral, du régulateur d'énergie, et leurs projections en ce moment n'ont pas un scénario qui soit totalement vert, ce qui est paradoxal. Donc, on n'avait pas un scénario d'une transition verte rapide. Et donc, c'est pour ça qu'il y a encore un peu de carbone, 10% de carbone là. Mais en théorie, on devrait arriver à 100% de réduction de carbone si notre électricité se décarbonise en même temps, ce qui est bien sûr nécessaire pour nos cibles climatiques en général. Donc ça, c'est au point de vue énergétique. Au point de vue économique, ça crée une activité économique de plus qui amène à peu près 34 milliards de dollars annuels supplémentaires dans le produit national brut et 138 000 nouveaux emplois. Et ça, c'est des emplois continus pendant ces 15-20 années-là. C'est pas un emploi simplement
pour une année, mais de nouveaux emplois créés de façon durable. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que cet investissement-là qui est massif, cet investissement-là qu'on doit faire, a des retombées économiques qui sont très favorables. En même temps, en ce moment, c'est un peu délicat parce qu'on est dans une période d'hyperinflation et le gouvernement fédéral et les politiques en général essaient de réduire l'inflation. Donc, ils essaient de plutôt investir moins dans l'économie pour ralentir un peu cette zone d'hyperinflation, ce qui marche un peu contre la proposition qu'on fait ici, qui est fondamentalement un investissement public important dans le domaine du bâtiment pour faire rouler l'économie, pour, bien sûr, décarboniser les bâtiments et apporter aussi beaucoup de bénéfices sociaux. Mais donc, si on fait cet investissement-là, ça va payer énormément en activité, en croissance économique, donc ces 34 milliards-là de croissance économique, eux-mêmes génèrent des revenus de taxes. Et donc, c'est fiscalement une politique fiscale assez conservative, en fait, parce que les investissements qui se font dans les bâtiments, il y a très peu ce qu'on appelle de fuite économique. La plupart des sous restent à l'intérieur du Canada, parce qu'à peu près 60% du coût d'une rénovation énergétique, c'est du travail, donc de l'argent qui reste localement, et les 40% qui restent, c'est des matériaux, mais la plupart de ces matériaux-là sont manufacturés localement. Parce qu'on parle de portes et fenêtres, même d'isolation, et même des systèmes de chauffage, des thermopompes. Au Québec, on a par exemple Minotaire qui en produit, des systèmes de contrôle, il y en a. Donc, plein de ces équipements-là qui sont produits au Canada et qui sont produits de façon régionale. Donc, c'est un investissement économique qui reste vraiment à l'intérieur du Canada. Et différents modèles économiques nous ont montré que pour chaque dollar public investi dans cette rénovation-là, on génère 2 à 3 dollars sous forme, dans les caisses publiques, sous forme d'impôts additionnels par l'économie, par l'activité économique additionnelle. Donc, on a les moyens d'investir de façon publique massivement dans la rénovation des bâtiments et d'être dans une position économique plus forte, que ce soit au niveau de l'économie totale, mais aussi au niveau du coffre, du denier public. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire pour ça? D'abord, juste de rappeler, le bénéfice ici, c'est pas juste la décarbonisation, qui est bien sûr nécessaire pour la protection de l'environnement, mais c'est aussi la protection de la santé des résidents. Il y a plein de problèmes avec les bâtiments en ce moment, du fait qu'ils ont très peu de systèmes actifs de ventilation, par exemple, une qualité de l'air qui est souvent manquante, qui liée à beaucoup de problèmes respiratoires, des problèmes de transmission de maladies infectieuses, comme on l'a vu par le COVID, et le problème, ce qu'on appelle parfois le sick building syndrome, le syndrome du bâtiment malade, quand la qualité de l'air est trop mauvaise, qui mène à plein de problèmes de santé. Et ce qui, bien sûr, est beaucoup plus amplifié dans les populations vulnérables, que ce soit économiquement ou par le racisme systémique ou autre. Donc, c'est un investissement qui a beaucoup de retombées sociales bénéfiques. Je vais passer là-dessus pour l'instant. Donc, quel est le problème? Si fiscalement c'est une bonne mesure, qu'est-ce qui nous empêche de faire cette grande rénovation énergétique-là? On a des problèmes assez fondamentaux et au niveau de l'offre et de la demande de ces services-là. Donc, au niveau de l'offre, d'abord, on a des problèmes de remplacement de la force de travail dans le milieu de la construction. On parle souvent du précipice démographique dans la construction, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre leur retraite. Il y a relativement peu de jeunes qui rentrent dans ce domaine-là. Et donc, même sans rajouter cette nouvelle tranche, si on veut, de travail qui à peu près équivaut, on disait 277 milliards de dollars sur à peu près 15 ans, sur à peu près 15 milliards de dollars par année. C'est un investissement additionnel, au-delà à peu près l'économie de la rénovation au Canada, c'est à peu près 80 milliards de dollars par année. Donc, on dépense déjà à peu près 80 milliards de dollars pour faire de la rénovation cosmétique ou autre dans les bâtiments. Et là, on ajouterait un autre 15 milliards au-dessus de ça. Il y aura peut-être une certaine cannibalisation entre les deux, qui sait, mais pour faire une transition écologique.
Mais comme on a déjà des problèmes de main-d'œuvre, ça va aggraver le problème de main-d'œuvre. Donc, il faut qu'on règle la question de la main-d'œuvre dans la construction en général pour permettre cette transition-là. Sinon, on va voir une inflation importante, ce qu'on voit déjà, tous les gens qui travaillent dans le milieu de la construction ont beaucoup de mal à recruter et à garder leurs équipes, leur force de travail, et les contracteurs sont bien occupés, donc peuvent se permettre de mettre des devis assez élevés sur des jobs, et donc tout ça s'additionne et fait que les travaux que n'importe qui fait un estimé sur la construction, 3 mois plus tard, c'est estimé un autre 15-20% de coûts additionnels juste par l'inflation qui se passe de manière régulière dans le domaine de la construction. Donc ça, c'est bien sûr un problème fondamental qu'on doit régler. Ensuite, il y a des questions de chaîne d'approvisionnement pour certaines technologies. Donc, il y a plein de technologies de thermopompes ou d'échangeurs d'air qui sont très efficaces, qui sont disponibles en Europe, qui ne sont pas tout à fait disponibles ici encore. Donc, il y a une certaine transition technologique qui doit encore se faire, même si ça a déjà beaucoup amélioré. Mais surtout, ce qu'on n'a pas, c'est une clarité des directions publiques. On sait qu'à un moment donné, cette transition-là va devoir être forcée de manière légale, de manière au niveau des réglementations publiques, que ce soit par le code du bâtiment, dans la construction nouvelle, bien sûr, mais pour la rénovation, il y a des codes de bâtiment pour les rénovations ou d'autres mécanismes, comme le fait un peu ce que New York a fait d'instaurer des limites de carbone pour les bâtiments, un peu de la même manière qu'on avait des limites d'émissions de carbone pour les véhicules. Là, on va mettre ça sur des bâtiments, ce que New York a fait, ce que différentes villes au Canada, comme Toronto et Vancouver, considèrent en ce moment. Donc, quelles que soient les politiques publiques qui vont forcer cette transition-là, elles ne sont pas encore claires et ça mène l'industrie à être un peu équivoque quant au besoin de faire cet investissement-là. Donc ça, c'est au niveau de l'offre. Au niveau de la demande, il y a des problèmes de complexité. C'est très difficile pour un propriétaire de maison, par exemple, mais même pour un propriétaire d'un bâtiment, d'un appartement, et même pour des compagnies assez sophistiquées, comme des compagnies de gestion de fonds de pension qui ont des portfolios de bâtiments locatifs ou des promoteurs de condominiums, tout ça, des compagnies plus larges. Il y a une difficulté, ça demande beaucoup de savoir-faire et beaucoup de ressources pour coordonner une rénovation énergétique complexe. Il y a bien sûr besoin d'une quantité de capital additionnel pour faire ces rénovations-là plus profondes, qui n'est pas toujours disponible ou qui peut être priorisé. Ces solutions-là, ont l'habitude d'offrir certains trucs qui sont assez habituels et donc restent un peu dans leur socle établi d'offres de ce qui est plus classique et n'ont pas souvent l'opportunité de pousser un peu l'enveloppe et de voir à quoi ça ressemblerait si on allait vraiment plus profond.